Suite au triomphe de l'humanité organisé sur Ulanor, l'empereur a honoré son fils préféré, Horus Lupercal, en le gratifiant du titre de maître de guerre. Dès lors, le souverain pourrait retourner sur Terra afin de mener à bien un projet de la plus haute importance qui requiert sa pleine et entière concentration. Par conséquent, la suite de la croisade devrait être conduite par son fils favori, le primarque de la Légion des Luna Wolves. Dans le même temps, de nombreux événements troublants viennent perturber le cours de la vie des Space Marines. L'un d'entre eux vient de se transformer en une abomination du chaos. Et par là même, les loges guerrières se font de plus en plus entendre, alors qu'elles se tiennent pourtant en secret au sein des navires de la plupart des légions, dans des assemblées qui pourraient s'apparenter à une forme de rituel superstitieux, que d'aucuns n'hésiteraient pas à qualifier d'hérésie. Lors d'une descente sur la lune de Davin, Horus se laisse submerger par la colère et se précipite dans un combat qui, bien qu'il en ressorte vainqueur, lui laisse une profonde blessure que les apothicaires de sa légion ne sont pas en mesure de guérir. Dès lors, le premier aumônier Rébus des Worldbearers parvient à convaincre ses frères de lui confier le corps de leur primarque, en les persuadant qu'il est en mesure de lui sauver la vie, au grand désarroi des capitaines Loken et Torgadon qui refusent de faire confiance à leur invité, d'autant plus qu'ils semblent avoir mis la main sur une preuve évidente que celui-ci leur cache des choses. Bien avant la blessure d'Horus, il nous faut comprendre les événements qui ont conduit la Légion des Worldbearers à embrasser la cause des dieux du chaos. Originaire de Colchis, un monde défini par son fanatisme religieux, il a été particulièrement difficile pour Lorgar Aurelian, le primarque de la 17e Légion, d'accepter de concevoir que son père, l'empereur, puisse ne pas être un dieu, alors qu'il avait pourtant passé toute son enfance à croire, comme les prêtres lui disaient, qu'un être suprême finirait par se présenter à eux et à les faire entrer dans une ère nouvelle. Ne pouvant résister à ce fanatisme religieux qui faisait intrinsèquement partie de son éducation et donc de sa manière d'être, Lorgar conduit sa légion sur d'autres mondes à conquérir, n'hésitant pas à forcer les locaux à se prosterner devant des effigies de l'empereur. Ne pouvant plus tolérer les égarements de son fils, l'empereur ordonne à certaines de ses meilleures troupes de raser la capitale de l'empire religieux façonné par les Worldbearers. La chose faite, le père de tout ordonne psychiquement aux 100 000 Astartes de son fils et à lui-même de s'agenouiller devant lui. Humilié et perturbé par les actions de son père, Lorgar allait désormais mettre du temps avant de comprendre quelle était sa place. Quel était son rôle à jouer dans la grande croisade maintenant que l'empereur venait de faire disparaître tout ce qu'il avait pu construire. À une date inconnue, Erebus a été reconnu et considéré par beaucoup comme le responsable de la chute définitive de son primarque, probablement l'ayant amené à découvrir la vérité concernant les dieux du chaos. Lorgar comprit alors que son père avait eu raison quand il lui avait dit qu'il n'était pas un dieu. En revanche, il lui avait également menti en lui affirmant que les divinités n'existaient pas. C'était faux, elles étaient bien là. Et un immense pouvoir s'offrait maintenant à lui. Ainsi, pendant plusieurs années, la nouvelle légion de Lorgar affiche un faux visage, celui d'expiateurs qui cherchent par-dessus tout à se faire pardonner pour leurs erreurs passées. Les soldats d'élite redoublant même d'énergie pour rassembler toujours plus de planètes sous la bannière impériale. Mais dans l'ombre, Lorgar avait un tout nouvel objectif: pervertir ses frères et les amener à découvrir quelle était la véritable réalité concernant cette galaxie dans laquelle ils se trouvaient et les forces supérieures qui étaient à l'œuvre. Toujours évanoui, Horus laisse son esprit divaguer et se répandre dans l'immatérium, alors que les cultistes de la loge du serpent usaient de toute leur sorcellerie pour tenter de retourner contre lui toutes les émotions négatives du primarque, que ce soit sa crainte de ne pas être à la hauteur, ou l'inquiétude d'avoir vu son père se retirer et s'enfermer sur Terra, sans qu'il ne cherche à un quelconque instant à le prévenir de ses projets. Horus, lui, se révèle alors comme un être tout à fait différent, un être qui, bien qu'il ait été élevé dans la tradition de l'Empire, ne possède aucune
Tous les moyens étaient bons afin de faire surgir le ressentiment ou la jalousie d'Horus. Des émotions qui seraient à même de le conduire beaucoup plus facilement dans les bras des dieux du chaos. Erebus, dont l'esprit avait également été envoyé dans l'Immaterium pour manipuler celui du Primarque en prenant l'apparence de l'un de ses anciens capitaines, dut également faire face à l'intervention d'un autre Primarque, Magnus le Rouge, le plus doué des Primarques quant au domaine de l'exploration du monde immatériel. Celui-ci fait alors usage de tous ses pouvoirs pour avertir son frère du chemin dangereux sur lequel il est en train de s'engager. Malheureusement, il était déjà trop tard. Le ressentiment, la jalousie et maintenant la colère s'étaient emparés du cœur du maître de guerre. Le pacte passé avec les dieux était simple. Horus leur offrirait l'empereur et en échange, il recevrait la galaxie. Guéri puis sauvé par ses nouveaux alliés, le maître de guerre se réveille enfin, prêt à accomplir sa destinée. Ravagé par la chute de son frère, du meilleur d'entre eux, Magnus le Rouge estime qu'il doit outrepasser les instructions premières de son père, qui lui avait formellement interdit d'utiliser ses pouvoirs. Mais la situation est désormais trop grave. Il doit les utiliser pour avertir Terra que quelque chose d'atroce est sur le point de se produire. Il convoque donc l'ensemble de ses forces et grâce à l'énergie transmise par ses Thousand Sons, l'esprit du Primarque parvient à atteindre celui de son père. Ce qui se produit en entraînant la destruction des sceaux protecteurs que l'empereur avait mis du temps à concevoir et à bâtir pour protéger son palais. L'intervention inattendue de son fils irrite profondément le souverain. Il lui avait formellement interdit d'utiliser ses pouvoirs et pourtant, il osait maintenant se présenter devant lui. Et qu'osait-il lui dire qu'Horus, son maître de guerre, le meilleur des Primarques, son fils favori, était sur le point de le trahir ? C'était tout bonnement inconcevable. Cette information ne pouvait être qu'une ruse utilisée par Magnus pour tenter de le berner. Par conséquent, et en réaction, l'empereur convoque au plus vite la légion des Space Wolves de Lehman Russ, ainsi que les Sœurs du Silence et une escorte de l'Adeptus Custodes avec un objectif très simple en tête. Mettre un terme aux agissements défendus de son fils et le mettre aux arrêts pour qu'il puisse répondre de ses actes devant lui. Sur le chemin, Reuss reçoit un conseil d'Horus qui le convainc d'outrepasser les ordres de leur père et de mettre un terme définitif aux agissements de Magnus. Une recommandation que compte bien appliquer le Primarque de Fenris, qui exècre son frère sorcier depuis que ce dernier avait osé s'interposer avec des hommes de sa légion. L'occasion était donc parfaite pour obtenir réparation de l'affront qui leur avait été fait. Dans le même temps, aux confins de l'Ultima Segmentum, dans le système Istvan, que l'empereur avait déjà pu conquérir par le passé, les étendards de la révolte avaient été dressés. Des rapports avaient entre-temps été transmis au maître de guerre, qui avait pu en prendre connaissance et par là même préparer la prochaine phase de son propre plan. L'occasion était donc parfaitement trouvée pour rassembler un grand nombre de troupes autour de sa personne afin notamment de se figurer sur quels alliés il pouvait compter. 3 autres légions sont ainsi convoquées, les World Eaters d'Angron, les Emperor Children de Fulgrim et la Death Guard de Mortarion. Des frères Primarques dont Horus s'était déjà assuré qu'ils lui apporteraient leur soutien indéfectible. En revanche, concernant les autres membres de sa fraternité, le maître de guerre fait en sorte de les éloigner au maximum de sa position, en plus de les conduire sur des théâtres d'opérations particulièrement risqués. Ce fut par exemple le cas des Blood Angels de Sanguinius, des Dark Angels de Lion L. Johnson, ou bien encore des Ultramarines de Gulliman. Une fois rassemblés dans le système Istvan, une avant-garde des Emperor Children associée à une compagnie de la Death Guard menée par le capitaine Nathaniel Garou s'assure de pacifier le monde nommé Istvan Extremis, se trouvant en périphérie du système. Au cours de ce combat, le capitaine de la Death Guard est blessé par ses adversaires et le capitaine d'honneur de la 3e Légion de l'Empereur a pour la première fois recours à ses nouveaux pouvoirs conférés par les modifications réalisées sur son corps, une preuve supplémentaire du sentier chaotique sur lequel s'était plongée l'armée de Fulgrim. Cette première offensive réussie permet à l'immense flotte de se rassembler au-dessus d'Istvan III.
Il fallait remonter à au moins 10 ans en arrière pour retrouver une bataille qui avait pu mobiliser autant de troupes d'élite de l'Imperium. Pas moins de 200 000 Astartes en tout et pour tout. Une réunion stratégique peut alors se tenir à bord du Vengeful Spirit, le croiseur amiral du maître de guerre, où celui-ci peut dans un premier temps juger de la loyauté de ses pairs, avant de leur confier le plan qu'il compte mettre en œuvre pour débarrasser leurs légions respectives des compagnies qui ne se montreraient pas assez ouvertes aux changements qui se présentent à elles. C'est ainsi qu'une liste de ces compagnies est dressée puis présentée au maître de guerre, qui peut désormais attribuer à chacune d'entre elles une cible à atteindre sur la planète. 4 zones sont alors présentées comme des cibles prioritaires à atteindre et à sécuriser au plus vite. Le palais dit du maître de cœur et ses environs, ce qui inclut l'ancien siège du gouvernement, une cible confiée aux empereurs Children et plus particulièrement au capitaine Lucius. Les alentours du palais seraient quant à eux confiés aux World Eaters. Les murs de fortification et le vaste réseau de bunkers seraient la cible de la Death Guard et de leurs blindés, tandis que la cible la plus difficile, une zone désignée comme étant un sanctuaire nommé le Fort Sirène, est attribuée aux Sons of Horus. L'assaut est dès lors lancé. Dans la brutalité légendaire qu'on leur connaît, les Space Marines débarquent de toutes parts en atterrissant sauvagement à la surface des différentes cibles qui leur avaient été attribuées. Face à eux, les habitants n'étaient plus eux-mêmes. Toute la population était devenue à moitié folle. Mais peu importait. Les blindés de la Death Guard se frayent un chemin à travers les tranchées, et dans la cité même, les combats dans les rues tournent rapidement au massacre pur et simple. Les World Eaters, reconnus pour leur sauvagerie, se retrouvent dans leur situation de combat de prédilection, et s'en donnent à cœur joie, tranchant, coupant, quiconque oserait se mettre sur leur route. Le moment était donc parfaitement opportun pour permettre aux compagnies des empereurs Children de lancer l'assaut sur le palais principal. Tandis que les Sons of Horus, menés par Loken et Torgadon, atterrissaient dans les parages du Fort Sirène. Mais c'est à cet instant précis qu'un événement particulier vient bousculer le cours de la bataille. Les chanteuses de guerre se mettent à l'œuvre. Ces sorcières psykers se mettent à hurler partout dans la cité, ce qui a pour effet d'amplifier la folie de la population qui se jette désormais corps et âme sur les envahisseurs. Les World Eaters ont alors recours à leurs épées tronçonneuses pour trancher dans la chair de ceux qui finissent inexorablement par les surpasser par leur nombre. Les guerriers n'ont plus d'autre choix que de reculer ou de se battre dos à dos, et de tenir face à l'ennemi qui accourt sans cesse. Les rues sont désormais noyées dans le sang et les entrailles. Néanmoins, et grâce aux initiatives respectives des capitaines Lucius mais également Loken, les hurlements cessent enfin. Isvan III avait été reconquise. Dans un silence de mort, les titans de la Legio Mortis se retirent paisiblement. Les croiseurs de la flotte, quant à eux, se rapprochent en orbite basse. Un nouveau déluge de feu s'apprête à s'abattre sur les conquérants. Plus haut dans les cieux, Horus ordonne l'utilisation de la bombe virale, le dévoreur de vie. Toute la planète se retrouve recouverte par le virus considéré comme étant une arme de classe Exterminatus. Autrement dit, personne ne pouvait en autoriser l'usage, hormis l'empereur et le maître de guerre de l'Imperium. Un sort pire que la mort allait atteindre les troupes loyalistes. Mais c'était sans compter sur l'intervention héroïque de fidèles tels que le capitaine Saul Tarvitz des empereurs Children, qui découvre à temps la traîtrise du maître de guerre et parvient à s'emparer d'un chasseur Thunderhawk avant de prendre la direction de la planète pour avertir ses camarades de lutte. Tout en prenant soin au passage de transmettre cette information à l'un de ses frères de bataille de la Death Guard également en orbite, pour que celui-ci puisse avertir l'empereur des agissements d'Horus. À la surface et grâce à l'avertissement de Tarvitz, les loyalistes se réfugient où ils le peuvent pour échapper au virus. Mais pour les retardataires, une longue agonie les attend. Une mort lente et douloureuse leur est offerte, bien loin du rêve de mort guerrière que peut espérer n'importe quel Space Marine. En quelques instants seulement, c'est la population entière d'Isvan III, des milliards d'habitants, qui relâche son dernier soupir. Toute la planète était morte. Mais Horus n'en avait pas encore fini avec eux. La particularité du dévoreur de vie était qu'il agissait en 2 phases. Une première virale pour anéantir toute forme de vie et une deuxième inflammable
qui peut être déclenché grâce à un deuxième bombardement qui fait littéralement s'enflammer toute la planète. Lorsque la grande tempête finit enfin par s'estomper, les traîtres eurent la surprise de découvrir que des messages radio en provenance de la surface leur parvenaient. Des loyalistes avaient survécu. C'était tout bonnement impossible. Et pourtant, la vérité était bien là, devant leurs yeux. À les maudire pour cette trahison, pour la première fois dans l'histoire, des frères de l'Imperium s'étaient retournés les uns contre les autres. Malgré la surprise initiale, Horus tente bien de reprendre le contrôle des opérations et s'apprête à ordonner un second bombardement lorsqu'il doit retenir sa main après avoir été informé que son frère, Angron, l'Ange Rouge, primarque des World Eaters, a pris la décision de se rendre lui-même à la surface pour finir le travail et achever de ses propres armes les derniers survivants. Celui-ci atterrit donc en premier à la surface, accompagné de près d'une cinquantaine de ses compagnies, prêtes à anéantir ceux qui hier encore étaient leurs frères. Et ces frères étaient menés par le capitaine Erlen, un brillant guerrier désormais accompagné de près de 2000 Space Marines, prêts à n'importe quoi pour obtenir leur vengeance contre leur primarque. Même si celui-ci disposait de 2 à 3 fois plus de troupes. Mais leur but était simple, en finir une bonne fois pour toutes et en emmener le plus possible avec eux dans la mort. Alors les deux camps chargent, l'un contre l'autre, frère contre frère, et les épées tronçonneuses vrombissent. Il n'y a désormais plus que le chaos sur le champ de bataille. Cependant, une réalité finit par atteindre l'esprit de chaque combattant. À partir de maintenant, la galaxie serait condamnée à voir s'affronter des hommes en tout point similaires, incapables de prendre l'ascendant, que ce soit physique ou moral, sur son opposant, les condamnant à une lutte sans merci et éternelle. Mais le poids du nombre finit quand même par faire son affaire, et les troupes d'Angron écrasent leur adversaire. Leur armure jadis blanche est désormais teintée du sang de leurs frères. Le primarque leur ordonne de poursuivre ce bain de sang dans les rues adjacentes à la recherche des autres survivants. En orbite, Horus était particulièrement contrarié par l'action menée par Angron qui les condamnait désormais à devoir intervenir à la surface et donc à gaspiller de précieuses ressources. Il aurait également pu faire le choix de bombarder à nouveau la planète malgré la présence de son frère sur place, mais il ne pouvait pas se permettre de perdre un tel allié, et pire encore, de s'en faire un nouvel ennemi. Un débarquement des troupes est donc ordonné. Eidolon, plus haut gradé des Emperor Children en l'absence de Fulgrim, a à cœur de se rattraper auprès du maître de guerre et conduit ses propres troupes à la rencontre des résistants menés par Saul Tarvitz, Lucius, mais également de Solomon Déméter. Horus et Mortarion, de leur côté, orchestraient des opérations de reconnaissance au nord-ouest et au sud de la cité corale. Mais il fut rapidement clair que l'opération de nettoyage souhaitée par Horus se révélerait plus complexe qu'il n'y paraît. Les survivants étaient bien ancrés dans leur position, et leur foi en l'empereur, ainsi que leur souhait de vengeance, allaient considérablement booster leur morale. Une guerre d'usure se met donc en place, et le siège de la cité commence enfin. Eidolon mène ainsi de nombreux assauts contre le palais du maître de cœur, qui sont tous repoussés par la brillante défense de Tarvitz. Et le seigneur commandeur n'est pas loin de tomber, lui aussi, sous les coups portés par le capitaine Lucius. Rilanor l'Ancien, de son côté, punissait sévèrement les traîtres qui avaient osé lever la main sur leurs propres frères. Au sein du fort Sirène, les troupes de Loken et de Torgadon revendiquent de nouveau leur allégeance à la légion des Luna Wolves, se débarrassant ainsi des insignes de leur ancien primarque. Ceux-ci mènent alors une intense résistance dans les quartiers sud et est de la cité, où ils enchaînent de nombreuses contre-attaques qui empêchent leurs adversaires de les encercler. Mortarion, quant à lui, fait preuve de plus de respect pour ses adversaires et avance lentement et méthodiquement sur le champ de bataille pour ne laisser aucune chance à ses opposants, grâce notamment à l'appui de plusieurs chars d'assaut. Cela faisait maintenant près de 2 mois que les légions Astartes s'affrontaient. Le temps était désormais compté avant qu'un vainqueur ne puisse être déclaré. Néanmoins, les données nous étant parvenues, font état de près de 20 000 morts côté loyaliste, quand près du double aurait succombé du côté des traîtres. Néanmoins, le sort de la bataille en serait jeté à la suite de l'intervention des titans de la Legio Mortis, qui sont de nouveau déployés au plus près de la ligne de front,
pour écraser les dernières poches de résistance. Le maître de guerre lui-même ordonne à son premier capitaine, Ezekiel Abaddon, de conduire ses troupes dans un nouvel assaut dans le sud-ouest de la ville. Le déclin de la résistance était en marche, leur sort inéluctable. Désormais conscients de leur force et de leur supériorité, les traîtres se mettent en marche. L'heure est venue d'éradiquer l'ennemi. Pour contrecarrer les plans de leurs adversaires, Torgadon et Loken se lancent dans un assaut frontal contre leurs rivaux, Abaddon et Aximande, afin de couper les têtes qui commandaient le reste des troupes. Malheureusement, le sort n'est pas en leur faveur, et bien que Loken parvienne à tenir tête à Abaddon, Aximande de son côté prend le dessus sur Torgadon avant de le décapiter, une once de regret perçant néanmoins dans son regard. De la même manière, du côté des Emperor Children, l'ego du capitaine Lucius le pousse à se retourner contre ses compagnons, après avoir été agacé que toutes les louanges concernant leur résistance ne retombent exclusivement que sur Saul Tarwitz, et non pas sur lui, qui avait pourtant tenu tête à des centaines d'adversaires. Il se retourne donc contre les siens, éliminant même le capitaine Déméter et réchappant de peu à la mort, mais permettant néanmoins aux troupes d'Eidolon de s'infiltrer dans le palais, chose qu'ils n'auraient jamais pu faire sans son intervention. La résistance des loyalistes avait été formidable, exemplaire même, mais la bataille était désormais terminée. Ils devaient accepter leur destin. Les troupes d'Horus finissent par se retirer, et les titans par pointer leurs canons sur les dernières positions tenues par Tarwitz et les siens. Ils avaient perdu, mais ils avaient tenu. Tenu plus longtemps que personne ne l'aurait cru possible, leur laissant un espoir, un infime espoir que l'Imperium puisse être mis au courant de la traîtrise d'Horus et de ses frères. Mais cet espoir résidait désormais entre les mains d'un simple capitaine à bord d'un croiseur en proie aux horreurs du Warp.